tous ses états, le face-à-face. Guylain Benessa, bonjour. Bonjour André Berkoff. Alors on va parler de quelque chose, c'est amusant, on va parler du peuple. Alors c'est vrai qu'on vous dit, alors c'est intéressant, d'abord on vous dit mais non, il n'y a plus de peuple, effectivement, il n'y a plus de classe ouvrière, tout ça a été explosé. Il y en a qui disent non, le peuple est là, mais c'est leur peuple, c'est-à-dire le peuple qui vote, je parle des politiques qui votent pour leur étiquette à eux, pour leur cas à eux, alors là c'est le peuple. Et tous les autres, évidemment, ce n'est pas le peuple. Et puis, il y a ceux qui veulent dissoudre le peuple. Effectivement, le peuple, vous savez, c'est la fameuse phrase de grand dramaturge allemand Bertolt Brecht, qui disait que dans un pays, il y avait le peuple vraiment maugré contre le gouvernement, était de moins en moins content, ça nous dit quelque chose. Eh bien, le gouvernement excédé décida de changer de peuple, ou de le dissoudre. Alors, vous avez écrit, je rappelle, on vous a toujours reçu avec plaisir, vous avez écrit, vous êtes avocat, vous avez écrit « On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges », aux éditions d'Arthur, et puis « Comment faire taire le peuple ?» Alors, Guylain Benessa, on va peut-être faire l'inventaire. D'abord, où on en est du point de vue, effectivement, aujourd'hui, hein, on est en décembre 2024, un nouveau gouvernement vient d'arriver, il n'est pas encore formé, mais on s'y emploie. Certains disent qu'on est déjà en 4e République, qu'on est retourné, effectivement, au bon vieux temps. Et puis, on voit le narratif un peu partout, qui ce soit en France, en Allemagne, on en a parlé en début d'émission, qui aussi est en train de changer de gouvernement. On voit Russie-Ukraine, on voit Proche-Orient, on voit l'Amérique. Effectivement, tout ça est en train de bouger à une allure quand même non négligeable. Mais sur le fond, ces mensonges, cette Union européenne, avec Ursula von der Leyen à la tête de cette France, est-ce que depuis que vous avez écrit vos livres ou votre livre, est-ce que quelque chose a changé, quelque chose s'est accéléré ou pas? Comment vous le sentez? Écoutez, on s'est vu il y a quelques mois et je pense qu'en quelques mois, il y a des planètes qui s'alignent ou des cauchemars qui s'alignent pour certains. Mais je constate que a priori, le monde est toujours sur sa base à première vue, mais que mine de rien. Et là, je vais à très gros traits, hein, mais entre le populisme d'un Donald Trump qui a quand même, alors là, il a rebattu les cartes de façon monumentale. Évidemment, je constate qu'il y a quelques jours, on commence à se dire que Javier Milei fait du bon travail économique, je veux dire, dans une toute autre région que la nôtre. Il y a un discours ambiant, il y a une espèce de tonalité qui change un peu, et on se rend compte que les épouvantables font peut-être du bon travail. Oui. Et c'est peut-être là où c'est la première leçon de notre temps, je crois, et de cet automne, de cet hiver, c'est que les salauds sont pas si mal peut-être. Ou en tout cas, la revanche des salauds, ça existe aussi. Les étiquetés, salauds, exactement, fascistes, réactionnaires, etc., etc. Qu'on essaye de classer dans les étiquettes toutes faites, c'est-à-dire, on l'entend depuis si longtemps. Vous savez, je prends juste un exemple. En 2016, la fameuse phrase d'Hillary Clinton qui a été si commentée, le panier des déplorables. En 2016, quelques années plus tard, la même Hillary Clinton comparait le peuple de Trump à quelque chose de satanique, et disait qu'il fallait formellement le destituer. Ça veut dire qu'en fait, plus les années passent, plus la radicalité de la bien-pensance est forte, et cette radicalité-là, à mon avis, aujourd'hui, elle commence à achoper un peu sur un mur très simple qui s'appelle le réel. Ce réel, il revient en pleine gueule, un peu comme la grenade dégoupillée d'Emmanuel Macron, vous vous rappelez, qui rêvait d'envoyer shooter les institutions grâce à sa grenade dégoupillée, et en fait, je pense qu'il est en train de se prendre les pieds dans le tapis et à devoir composer avec une histoire qui le rattrape. Je pense que le vent de l'histoire est en train de rattraper toute une catégorie de politiques, et que les mois et les années à venir vont être, je pense, un game changer, comme disent les jeunes, un changement fondamental sur tout un plan, et notamment le fameux populisme et la question du peuple, qui est la question centrale par la question démocratique. C'est à mon avis le grand chantier des 10 prochaines années. Je pense que le vent démocratique revient et il risque de shooter, de balayer, de souffler extrêmement fort. Oui, c'est vrai. Et rappelez-vous quand Joseph Biden traitait les électeurs de Trump d'ordures. Hein. Exactement. C'était la poubelle, quoi. Exactement. Et alors justement, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette émission de BFM, Guylain Benessa. Il y avait une émission où il y avait des députés, il y avait des citoyens, des citoyennes, des gens de partout, des gens du peuple, comme on dit. Et puis, il y a une intervention qui a fait beaucoup de bruit
simplement, elle venait de quelqu'un, voilà, qui est secrétaire de la fonction publique. Elle s'appelle Marie-Sophie, et alors, on l'a entendue sur BFM. Écoutez. Constamment des taxes. Donc oui, si le pays en a vraiment besoin, je pense qu'on est tous prêts à faire des efforts. Mais on en fait tous et on ne peut plus en faire. À votre niveau, tous, voilà, donc tous, merci. Quels efforts vous allez faire, d'accord? Parce que 3005 net, honnêtement, pour un député, je trouve que c'est pas énorme. Honnêtement, c'est pour le boulot que vous donnez, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, comme disait monsieur, quand vous voyez monsieur Larcher quand même, qui a plusieurs retraites, un très bon salaire, et qui vient nous expliquer que bon, ça serait bien qu'on bosse un peu plus, parce que bon, à la limite, il va pas nous traiter de feignasses. Ça, c'est des messages qui sont plus audibles aujourd'hui. On ne veut plus les entendre. Marie-Sophie, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous et avec Guylain Benessa, justement, dont je vous recommande les 2 livres. On marche sur la tête et comment faire taire le peuple. Alors, voilà, de temps en temps, effectivement, à la télévision ou ailleurs, ou à la radio, ou chez nous, il parle. Et vous avez parlé, je ne dis pas que vous représentez le peuple, mais ce que vous avez dit en secrétaire de fonction publique, ça a marqué. Pourquoi? Tout simplement parce que vous disiez le bon sens, vous disiez des choses de bon sens. Et c'est sorti comment alors? Dites-moi. Je veux dire, quelle réaction vous avez eue après votre intervention? Écoutez, comme vous dites, j'ai juste dit quelque chose de, voilà, ce que je ressentais, ce que j'avais sur le cœur, ce que je dis quotidiennement quand je débat avec ma famille ou avec mes collègues, ou même au coin d'un arrêt de bus avec les gens sur le marché. C'est vraiment ce que tout le monde pense. Il y a qu'à voir, moi j'ai TikTok qui est public. Ouais. J'ai eu multitude de commentaires, mais ma vidéo a fait plus de 240 000 vues où j'expliquais juste, parce que j'avais tellement de messages et de commentaires que je ne pouvais plus répondre. Ouais, et j'étais dépassée par la situation. C'est affolant, enfin. Et en fait, tout le monde me disait, mais en fait, tu as juste dit ce que tout le monde pense et merci d'avoir dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on se dit, ça paraît tellement évident. Et comment cela se fait que des gens qui sont censés être, entre guillemets, l'élite de la France, le haut du panier, ne se rendent pas compte de ça. Alors, soit ils ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils vivent entre eux et qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité, soit ils en sont parfaitement conscients, mais ils s'en fichent royalement, je ne sais pas. Et malheureusement, je ne sais pas ce qui serait le pire, en fait, entre les deux situations. Oui, ou ça peut être les deux, ma générale. Oui, aussi, éventuellement. Ce qui serait doublement problématique et dramatique pour le pays, je pense. Et alors, justement, Marie-Sophie, et justement, vous en parlez avec Guylain Benessa, est-ce que, pour vous, c'est quelque chose que vous sentez qu'en fait, il y a tout un monde qui est complètement éloigné, qui ne parle jamais, et parlons aussi des médias, hein, nous ne sommes pas en dehors de... vous pensez que le langage dominant, le langage dont on entend du matin au soir, le langage qui sort des politiques ou des médiatiques ou autres, ne correspond pas du tout à ce que vous et beaucoup d'autres vivez, et vos préoccupations, c'est ça, un peu? Bien sûr, mais totalement. Après, je veux pas jouer la carte de tous pourris, d'entre-soi ou quoi. Bien mais sûr. Effectivement, on constate, malheureusement, c'est ce que je disais, c'est la grande majorité, voilà, ils n'ont jamais travaillé. Quand j'en vois là dans ma vidéo, où des fois j'ai des retours où on me dit Mélenchon a été enseignant. Moi, j'ai regardé sur Internet. Oui, enfin, il a été enseignant quoi, 3-4 ans, et dans les années 70. Mais que ce soit Mélenchon comme d'autres, il y a eu le débat il n'y a pas longtemps sur Jordan Bardella, Gabriel Attal. Enfin, la grande majorité n'ont jamais travaillé de leur vie dans le public, en fait, dans la vie publique des citoyens lambda, en fait. Ils ne savent pas ce que c'est que de vivre avec 1500 €, ils ne savent pas ce que c'est que de galérer, de regarder son compte en banque tous les jours en se demandant où on en est, combien il nous reste, que se dire que bah tiens, il me reste encore 20 jours et il me reste à peine 150 €. Tout ça, ils n'en se rendent pas compte. Et malheureusement, on aurait pu penser qu'il y avait une évolution avec la Macronie, c'est-à-dire le sens où il y avait beaucoup de députés qui venaient de la vie civile, comme il disait. Ouais. Mais je pense malheureusement que
en fait, entre le salaire et ce que j'appelais moi les rivières, c'est-à-dire ne plus payer le train, ne plus payer l'avion, avoir un peu toutes les portes qui s'ouvrent à vous. Avantages. Ouais. Voilà, tous ces avantages-là, les chauffeurs, machin, en fait, inévitablement, vous coupe de la réalité quand bien même vous travaillez à la base en tant qu'enseignant ou je sais pas, ou fonctionnaire ou même agriculteur. Je pense qu'à partir du moment où vous êtes dans ce monde-là, inévitablement, vous vous retrouvez déconnecté de la réalité. Et il n'y a qu'à voir leurs propos. Enfin, vous voyez, Gérard Larcher qui justifie l'augmentation des sénateurs en vous expliquant que... Mais vous vous êtes rendu compte quand même qu'il y a une crise, il y a une inflation. Non mais c'est indécent en fait de venir nous expliquer ça à nous, alors que concrètement on n'a pas les mêmes salaires, les mêmes revenus, et que nous à côté de ça, on paye notre essence, on paye notre loyer, on paye nos transports, on paye tout. Et c'est vrai que c'est des discours qui sont plus entendables. Et c'est ça en fait, et il y a une réelle colère. Oui, merci Marie-Sophie. Je voudrais que Guylain Benessard, comment vous réagissez à ce que dit Marie-Sophie? Si vous elle est toujours avec nous? Absolument. Parce que vous êtes avec nous, Marie-Sophie. Vous restez là. Hein. Alors, je peux que souscrire à ces paroles intégralement. J'ai deux choses à dire très simples. Et je ne suis absolument pas à plaindre personnellement. Mon cas n'a aucun intérêt. Un avocat de province qui démarre est payé littéralement 2500 € par mois, 2500 avec lequel il paye toutes ses charges. Je parle, c'est le minimum avec lequel on commence. L'avocat de province commence Avocat de province dans plein de barreaux commence à 2500. Attendez, sur lequel il paye ses charges, son URSSAF, ses impôts, etc. Ce qui veut dire qu'il lui reste 1400 € par mois. Il a 25, 26 ans. Enfin, peu importe. La question n'est pas du tout là. Hein. On s'en fout. C'est juste un avatar, un exemple. Première remarque. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a une deuxième remarque. Madame dit, on l'a beaucoup entendu et je ne peux que comprendre qu'on l'a entendu, c'est qu'Emmanuel Macron et on va dire la Macronie et la nouvelle façon de faire la politique se sont vendus à l'époque en disant nous on vient de la société civile, on a travaillé, on sait ce que c'est, contrairement à tous les politiciens entre guillemets payés qui n'ont fait que ça toute leur vie. Or, eux-mêmes viennent d'un monde privé qui est le monde de la prestation de services extrêmement bien payé, dans des entreprises dans lesquelles ils étaient extrêmement bien payés, Emmanuel Macron le premier, pour ensuite faire la politique alors qu'il y avait déjà des millions, entre guillemets, enquillés. Ça veut dire que là, le fait de bosser dans un environnement dans lequel on a vraiment 1500 € par mois, on a vraiment des difficultés pour comprendre, on a vraiment quelque chose à la fin du mois qui ne reste pas, qui n'est pas là pour payer. Je pense que cette question-là, même dans ceux qui prétendent l'incarner ou le comprendre, ils ne le comprennent pas. On a une telle coupure entre le privé et les électeurs, et les élus, entre le monde qui travaille et le monde qui fait vivant, qui est le monde des politiciens, que même lorsqu'ils ont l'air de ressembler au peuple, ils ne leur ressemblent absolument pas parce qu'ils jouent encore avec ça. Ce qui fait que je pense que la déconnexion est encore plus violente maintenant parce qu'il y a eu la déception de voir des gens qui étaient prétendument des gens qui viennent du privé et qui en fait ne savent pas ce que ça veut dire de subvenir à ses besoins et de pas s'en sortir parce qu'ils sont aussi privilégiés que ceux-là même qu'ils étaient censés congédier. Et du coup, le divorce est violent. Je ne peux que l'entendre, il est logique en fait. Ouais. Marie-Sophie, vous voulez réagir à ce que vient de dire Guylain Benessard? Est-ce que vous êtes d'accord? Non, mais je suis totalement d'accord, exactement, c'est parfaitement ça en fait. Et c'est tous ces discours en plus un peu moralisateurs, ou alors où ils viennent nous expliquer, mais qu'est-ce que veulent les Français? Mais vous savez, les Français, mais ils ne savent pas en fait ce que veulent les Français parce qu'ils ne savent pas le quotidien des Français. En fait, on a l'impression qu'on vit dans deux mondes totalement différents qui ne se croisent jamais. Et en fait, c'est comme je disais, là, il y a une colère chez les gens parce qu'ils ne veulent plus entendre tout ça. Enfin, voilà, on nous demande constamment de faire des efforts, comme je disais lors de mon intervention chez BFM. C'est-à-dire qu'on est prêt à faire des efforts parce qu'on voit que le pays est en difficulté. Le problème, c'est que comment voulez-vous pouvoir entendre et être prêt à faire des efforts quand les mêmes personnes qui vous demandent des efforts, eux, débordent de privilèges, mais en plus, et là, tout parti confondu, ont quand même eu le culot et bizarrement là de s'entendre pour voter à l'unanimité leur augmentation de 300 € par député. Enfin, ouais. C'est pas mal. Enfin, ça me paraît tellement lunaire que j'arrive même pas à réaliser que c'est possible et que ça s'est vraiment passé en fait. Et Marie-Sophie, juste un mot pour terminer. Et comment ils réagissaient face à vous, les députés? Ou est-ce qu'on réagit après? Ou ils hochaient de la tête? On les a vus opiner du bonnet, hocher la tête. C'était ça, quoi. Exactement, c'est ça. Oui, ils hochent la tête, ils sourient. Oui, vous voyez sur leur lèvre qu'ils disent elle a raison, mais sans aucune prétention, aucune. Non, bien sûr. En même temps, qui pouvait dire le contraire? Qui pouvait me donner tort?
Mais oui, bien Voilà, sûr. voilà, et je vous dis, j'ai fait une vidéo de remerciement parce que j'ai reçu après mes multitudes de commentaires et de messages privés de gens qui me racontent leur vie, leur désarroi, les gens qui travaillent dans les EHPAD, dans les hôpitaux, les gens en situation de handicap, ça m'a dépassé parce que moi, à mon petit niveau, je ne suis personne en fait. Et Non, je non, me suis dit, mais enfin, Vous avez exprimé. Vous avez c'est exprimé. fou. Et donc j'ai fait une vidéo, mais j'ai eu plus de 240 000 vues, plus de 3 000 commentaires où ce n'est que des gens qui C'est me ça. donnent raison et qui me disent, qui me remercient d'avoir parlé en leur nom, alors que j'ai parlé au nom de personne. Bon, je suis qu'une citoyenne parmi Bien d'autres. sûr. Et je trouve que c'est presque effrayant dans le sens où je me dis, n'importe qui, en quelque sorte, qui dit 2-3 choses sensées et qui s'exprime dans un français à peu près convenable en étant respectueuse, devient du jour au lendemain presque. Voilà, moi j'ai déjà vu Mais pas- combien de fois j'ai entendu la voix du peuple, mais je suis Mais la voix oui. de personne en fait, quoi. Non mais Marie-Sophie, simplement vous avez exprimé du bon sens et comme le bon sens est devenu une des denrées rares, en tout cas dans le discours, alors voilà, ça va pas. Exactement. En tout cas, merci d'avoir été avec Merci nous. à vous. À bientôt. Merci à vous. Merci. On va prendre une petite pause et puis on va continuer avec Guylain Benessa. André Berkoff. Et Guylain Benessa, avocat, essayiste, auteur de On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges, et puis Comment faire taire le peuple. Effectivement, toujours aux éditions de l'Artilleur. Et vous voyez, par exemple, Marie-Sophie, bon, ben voilà, on l'a pas fait taire. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Mais justement, ce qui est intéressant, on en parlait hors antenne, Guylain Benessa, c'est qu'il suffit de dire un peu de bon sens. Et elle dit, elle-même, elle n'a pas dit des choses, elle n'a pas donné des scoops mondiaux. Et puis les gens réagissent en disant, ah bon sang, mais c'est bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, et attention, elle, on peut pas la traiter de populiste, elle est secrétaire de la fonction publique, mais enfin, et alors dès que vous dites, vous, moi, autres, des gens comme ça, ah oui, ce sont des populistes. Puis autre étiquette du même acabit, tout aussi ridicule les unes que les autres. Mais quand est-ce qu'on sort de cette espèce de double peine et de jeu de bonneteau imbécile? Écoutez, vous savez, je change de continent et je reviens à la France. La fameuse invasion du Capitole, qui a fait couler tellement d'encre. À l'Amérique, oui, Aux États-Unis, à Washington. Pourquoi je dis ça? Parce que l'invasion du Capitole, comme on l'a appelé, c'était 6 janvier 2020. 6 janvier 2020. 2021, pardon. 2021, absolument. 21, 6 janvier 2021. Pourquoi est-ce que je parle là-dessus? Pour une raison très simple. Des Américains sont rentrés dans leur maison. Je m'explique. Le Capitole est la maison des Américains. C'est-à-dire que ils ont peut-être des représentants, et je ne suis pas en train de cracher sur le système représentatif, là n'est pas la question. Mais en France, le Parlement est l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'endroit où siègent les représentants du peuple. Au fond, ils ne sont que les émissaires de ce que les Français leur demandent de faire. Ils ont un mandat. Ce sont leurs employés. Exactement. C'est-à-dire que faut le dire. il y a quelques années, un Français s'était agacé en public contre Emmanuel Macron, en public lors d'une manifestation, et avait dit tu fais pas ce que je t'ai demandé de faire, avec un Français un peu, vous voyez, à la vas-y que je te pousse rapidement, comme ça, agacé, énervé. Le problème, c'est qu'il avait raison. C'est-à-dire que techniquement, Emmanuel Macron a un mandat qui lui est confié par les Français. Qu'il dit, Comme tous les députés, tous comme les tous les sénateurs. députés. Alors après, il y a des types de mandats, peu importe la sûr, technique bien et la stratégie. Je ne suis pas là-dessus. Mais ça veut dire que le système représentatif fait que vous n'êtes qu'un représentant. Ça veut dire que madame, c'est Anne-Sophie, je crois, qu'on a eu au téléphone à l'instant. Marie-Sophie. Marie-Sophie, pardon. Marie-Sophie, ce qu'elle dit, je suis accablée, je veux dire, j'en peux plus. C'est le cri du cœur d'une femme qui a du mal à joindre les deux bouts. Et elle rappelle aux députés qu'ils doivent théoriquement être les porte-parole de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent et de tout ce qu'elle leur demande de faire. Donc, cette relation de base, elle est absolument fondamentale. Et alors, elle l'est. Et vous allez voir, il faudrait que les Français, que les jeunes Français se voient rappeler ça à l'école dès leur plus jeune âge. Vous savez, c'est que il paraît que nous avons une constitution, en tout cas aux dernières nouvelles, qui est le parchemin fondamental. En plus, en ce moment, on en parle tout le temps avec les histoires de dissolution, etc. Lorsque la Constitution dit que le peuple, que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Lorsque la Constitution nous dit également que la souveraineté s'exerce par les représentants et par la voie du référendum. Tout à fait. Article 3 de la Constitution. Ça veut dire que les premiers articles les plus fondamentaux de la Constitution, sans lesquels il n'y a rien qui tient, font et rappellent et édictent que le peuple est tout. Ce qui veut dire,
Premièrement, que le peuple vient avant tout, et de deux, que c'est le peuple qui est le sujet de la Constitution. C'est le peuple qui veut, c'est le peuple qui dit, c'est le peuple qui fait, c'est le peuple qui donne mandat. Ce qui veut dire que tout ce qu'on entend, qui vient de la bouche des fact-checkers, anti-complotistes, décrypteurs en chef, apôtres du politiquement correct, tout ce que vous voulez, qui nous disent oui, attention, la démocratie est minée par le populisme, la démocratie va mourir parce que le peuple est méchant, la démocratie va mourir parce que les gilets jaunes sont trop violents, tout ce qu'on entend, ils oublient de dire que si on ne respecte pas le fait que le peuple est le sujet de droit suprême, il n'y a ni constitution, ni république, ni démocratie, ni France, il n'y a plus rien. C'est ça que Anne-Sophie nous a rappelé tout à l'heure, je veux dire, avec ses mots, et c'est ce qui fait que le populisme en réalité est noble lorsqu'on rappelle qu'il est dans l'ADN même du fonctionnement politique. Tout à fait. Tout simplement. Et c'est du bon sens total, et c'est quelque chose d'ailleurs qui serait bon, et on voit très très bien ce qui se passe au Canada. Regardez en Argentine avec Javier Milei, regardez des gens qui redisent, voilà, bah écoutez, les dépenses de l'État, ça suffit. La sécurité au Salvador, ça suffit. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien ce qu'ils ont fait, je dis simplement qu'à un moment donné, les gens en ont ras le bol, au vrai sens du terme. Mais quoi. Vous ne croyez pas si bien dire, si je reste en France, et ça je vous assure c'est fascinant. Dans mon bouquin Comment faire taire le peuple, j'avais pris comme exemple le 1962 qui était la motion de censure contre le général de Gaulle, qui n'a pas marché, enfin qui a marché à l'époque. Première et seule motion de censure réussie jusqu'à 2024, celle que nous avons vécue il y a quelques jours. 1962 je crois. 1962, le 5 octobre 1962. Je dis pas ça pour sortir du sujet, mais parce qu'au contraire, j'avais fait à l'époque, il y a 1 an, l'exégèse des discours et des débats et des engueulades à l'Assemblée entre les députés. Ceux qui étaient contre et ceux qui étaient pour le général de Gaulle. Vous savez qu'à l'époque, à l'Assemblée nationale, le 5 octobre 1962, il y a d'un côté, on dirait aujourd'hui, les populistes, c'est-à-dire ceux qui disent clairement le président doit être élu par tous les Français, donc au suffrage universel direct, parce que ce sont des gens qui étaient du côté de la relation directe et qui considéraient que le peuple doit être consulté directement par le chef et par référendum. Et on avait tout le reste, c'est-à-dire les anti-gaullistes, la gauche, le centre, une partie de l'extrême droite, etc., qui disaient « Ah non, surtout pas ». Et pour quel motif ? Populisme. Eh oui. Donc si à l'époque... Déjà. Exactement. Alors moi, quand j'ai vécu, là, il y a 2-3 semaines, la motion de censure, lorsque Marine Le Pen a appuyé sur le bouton de la motion de censure, lorsque tous ces débats ont tourné pendant 24 heures, lorsqu'on nous a dit on n'aura pas de budget, c'est le drame, on s'en remettra jamais, etc. Les discours qui ont perlé depuis des semaines sont les mêmes discours antipopulistes qu'on avait à l'époque. C'est-à-dire ne surtout pas consulter le peuple, faire la petite soupe dans leur petit coin, garder le pouvoir à l'Assemblée et ne pas s'en remettre à la Vox Populi. Dieu nous en préserve du peuple, surtout. Exactement. Ne le consultez pas. Je crois que nous avons un auditeur, nous avons César qui nous appelle de Bayonne. Bonjour César. Oui, André Berkoff, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Alors d'abord, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi, César, à vous aussi, absolument. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir entendre déjà Guilain Benassa la dernière fois qu'il est venu sur le plateau de Sud Radio, donc les étoiles sont peut-être alignées pour nous deux, je ne sais pas. Ben voilà. En tout cas, moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est pas tant le décalage entre les élites et le peuple par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est la corruption des élites et de nombreux médias. Parce que ce qui m'impressionne, c'est par exemple, je vous prends le Rassemblement national. Ils ont beau avoir fait des efforts depuis 40 ans pour essayer de se normaliser, de s'intégrer, d'être plus acceptable par rapport à Jean-Marie Le Pen. Et maintenant, aujourd'hui, c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et ben, aujourd'hui, même s'ils soutiennent les Juifs, même s'ils soutiennent de tout leur cœur les homosexuels, et ben, on continue. C'est ça que je voudrais faire remarquer. On continue à traiter ce parti de l'ERN de fascistes, de nazis, alors qu'ils soutiennent les Juifs. Donc, on est prêt en fait à mentir toute la journée, même sur des gens, je veux dire, même Marine Le Pen, si demain on apprenait qu'elle passait tout son temps avec des gens de couleur de peau noire ou arabe, elle serait quand même traitée de raciste. Parce qu'en fait, j'ai compris qu'il y a tellement de corruption mais d'intérêt peut-être financier, qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit d'être non racistes. Parce que sinon, on ne peut pas faire le barrage des castors au second tour, avec le Front républicain d'un côté et les fascistes de l'autre. Et comme au niveau du peuple, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à la politique, c'est ça le vrai sujet, et ben, il y a beaucoup de gens qui s'acharnent depuis peut-être des dizaines d'années à mettre les gens dans deux catégories. Vous avez les gens normaux
les Verts, les Mélenchonistes, les Macronistes ou qui vous voulez. Les et socialistes. puis vous avez les fachos. Et donc c'est ça que j'ai compris. Comme il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pas à la politique, on essaie de tout résumer en deux catégories. Il y a les fachos et les gens normaux. Voilà ce que je voulais dire. D'accord, il y a cet César. abrutissement des médias, voilà. Ouais, effectivement, non, il soulève 2 points, César, intéressants. Je trouve qu'il a mené ça. D'un côté, effectivement, il y a une grande partie du peuple qui s'intéresse pas à la politique, qui donc gobe, comme on dit, un certain nombre de choses. Et puis alors, quel est votre avis par rapport à l'Assemblée nationale, qui, quels que soient les efforts qu'ils font, seront toujours traités de extrême droite, de anti-républicains, etc. Mais j'ai l'impression que ça change, ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, c'est très simple. D'un côté, Marine Le Pen fait le travail, c'est-à-dire qu'elle a nettoyé les écuries d'Augias depuis longtemps. On sent quand même qu'il y a vraiment le RN. Je veux dire, il faut le dire clairement, le RN n'est pas un parti d'extrême droite. C'est une stupidité de dire ça. Alors après, on va m'expliquer que l'extrême droite, ça a changé aussi, mais peu importe, ce n'est pas un parti d'extrême droite. Ça ne l'est en tout cas plus. Ce n'est pas, honnêtement, c'est ni audible, ni rationnel de dire ça. Par contre, en même temps qu'on a nettoyé les écuries d'Augias, que Marine j'ai failli dire, vous voyez, Emmanuel Macron. En même temps que Marine Le Pen a fait le travail, notre ministre de l'économie, pas le nouveau, on n'en a toujours pas. Donc le ministre de l'économie, le dernier en date du gouvernement de Michel Barnier. Ah oui. À peine nommé, a dit la chose suivante, les auditeurs le retrouveront. Marchand, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a dit la chose suivante, il a dit le barrage républicain est un legs ou un héritage qui nous a été transmis. Le barrage républicain est un héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'habitude de considérer que le RN, on a intégré l'idée que le RN était à proscrire. Vous savez, c'est très simple, André Berkoff, ça porte un nom, c'est une stratégie qui a été gobée, enseignée, éduquée, transmise à Sciences Po, à l'ENA, dans les facs. Moi, je l'ai vécu à la fac de droit aussi, indirectement. C'est très simple. C'est lorsqu'on prend un adversaire et qu'on le modifie, on le criminalise pour qu'il devienne un ennemi. Un adversaire, vous le respectez. Avec un adversaire, vous avez le droit de discuter avec lui. On n'est pas d'accord, on s'installe, mais ça se finit avec un verre de vin ou autour d'un bon repas. Bien sûr. Un ennemi, c'est faire croire dans l'idée que l'ennemi, c'est celui qui est par nature hors du respectable, de l'acceptable. Et qu'il faut éliminer. Et qu'on a le droit d'éliminer. Ce qui veut dire, en gros, et la stratégie, on l'a bien compris, le RN, ça va mieux, on peut discuter avec eux et on les invite quand même. BFM, évidemment CNews et d'autres médias. Mais alors, il suffit qu'on arrive à l'entre-deux tours des présidentielles et on sort le mémorial de la Shoah, Oradour-sur-Glane et tout ce qu'on veut, et c'est terminé, le RN est de nouveau relégué aux années 30, au moment même où les Juifs de France... Cette stratégie continue à marcher, quoi. Je ne dis pas qu'elle va durer encore bien longtemps, mais je pense quand même que chaque fois qu'on attend à ce que tout le monde s'attende, à ce que le RN franchisse la marche, passe la dernière, on va dire, il y a quand même quelque chose qui renacle et qui résiste. Donc, est-ce que ça va durer encore longtemps? Je ne sais pas, mais regardez les législatives. D'un côté, Jordan Bardella était presque présenté comme Premier ministre à quelques jours, je veux dire, du second tour. Ouais. Et en même temps, je vais vous faire une petite confidence. Je sortais d'un plateau d'un de vos plateaux de télévision, je prends le train et je rentre chez moi à Strasbourg. Je ne sais pas si je prétends avoir les deux pieds bien dans le sol constamment, mais ça me permet de vivre en province toute l'année, de venir à Paris de temps en temps. Je prends mon train et je vois les unes de journaux 3 jours avant le second tour. Et il y avait un mur de une, 15 journaux qui titraient, en gros, faites le travail, c'est-à-dire tout sauf le Rassemblement national. On a eu un second tour bloqué, on a eu des alliances incroyables, on a l'absence de majorité, et résultat des courses, personne, et moi le premier, n'a plus compris grand-chose à ces espèces de folies, d'arrangements et de compromis qui ont donné lieu à ce que les Français veuillent un grand changement dans une élection avec une abstention mineure. Pour une fois dans l'histoire récente, on n'a pas eu beaucoup d'abstention. Et au bout, on a François Bayrou, Premier ministre, 6 mois plus tard. C'est invraisemblable. Le second tour de la honte qui a vu les arrangements que même un, je ne sais pas, moi, un vendeur de je ne sais pas quoi n'aurait pas pu faire honte de faire, mais c'était même pas du deal, c'était de du magouillage entre ces deux tours. C'était le deuxième tour de la honte où enfin on le sait, où des macronistes ont voté pour des LFI, etc., et vice versa. François Hollande sauvé par les alliances, Gérald Darmanin, idem. Magnifique. Voilà, écoutez, on va continuer à en parler après cette petite pause. Revenons quand même aux fondamentaux et c'est pas facile. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Avec Guylaine Benessa, on parle du peuple, on parle des élites, on parle de, justement, Marie-Sophie nous a montré, et elle n'est pas la seule, ce fossé d'incompréhension. Et allez, soyons clairs, on a parlé de ce fossé de mauvaise foi aussi, hein, et d'hypocrisie. Tartuffe est en très 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 bonne santé en ce moment, un peu partout, y compris chez nous. Nous avons, je crois, Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour. Alors, moi je suis toujours très très en colère parce que pour moi on a perdu la démocratie, la voix du peuple. Lors du traité de Lisbonne, où nous avons quand même un référendum. Oui. D'ailleurs, on s'est assis sur le référendum de 2005. Exactement. Et merci Sarkozy et Hollande, qui étaient à l'époque secrétaires du Parti Socialiste en 2008. Oui, bien sûr. Voilà. Chantal, revenons pas trop là-dessus, on le sait. Ensuite, parlons d'aujourd'hui. Ensuite, aujourd'hui, on nous parle de souveraineté. Je vois pas comment on peut l'avoir, puisque de toute façon, les directives de l'Union européenne nous empêchent quand même d'avoir notre souveraineté. Troisièmement, nous avons quand même des élus. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. On dit oui, les élus, enfin, les députés, lors des législatives, ils ont joué leur magouille. Mais c'est quand même les Français qui ont joué le jeu de la magouille. Donc, à un moment donné, il faut quand même arrêter de se plaindre. Hein, parce que moi, personne ne me fera dire oui, alors je me mets d'accord avec les macronistes, LFI a fait quand même repasser Madame Borne et tout ça. Donc les gens, ils sont complètement, ce sont des amnésiques volontaires. Hein. Donc le peuple a une grande responsabilité de ce qu'on a aujourd'hui. On n'a que ce que l'on mérite. Parce qu'à un moment donné, on a choisi de faire ce barrage de Castor qui ne ressemblait à rien. Enfin, les Français sont allés voter pour ce barrage. Ouais. Donc, à un moment donné, je veux dire, il faut arrêter de se plaindre. Quant aux dettes, hein, comme parlait Marie-Sophie Latac, elle dit oui, nous on veut faire des efforts, mais les autres aussi. Moi, je n'ai plus envie de faire d'efforts du tout. C'est eux qui nous ont endettés, c'est à eux de rembourser. Il y a 1214 agences nationales qui ne servent à rien. Déjà, on n'a qu'à les enlever. Il y a trop de députés, il y a trop de sénateurs, il y a trop d'élus. Je veux dire, on passe notre temps les communautés de communes, enfin, je veux dire, c'est le millefeuille en permanence. Les avantages qu'ils ont, ils ont les appartements de fonction, les meubles qui peuvent changer. Moi, vous me mettez au gouvernement, André, les 60 milliards, je vous les trouve. Il y a les fraudes fiscales, les fraudes sociales, et on va encore nous demander à nous, je suis en colère, excusez-moi, on va encore nous demander à nous de faire des efforts. Ras le bol. Et les Français, ils ont qu'un peu se bouger, ils ne sont pas obligés de suivre toute cette idéologie qui est donnée par cette propagande médiatique. Et je voudrais vraiment vous remercier pour tout le travail que vous faites. Et d'autres médias alternatifs qui font aussi un gros travail. Non mais on est d'accord. Alors moi je crois que Chantal, vous soulevez quand même de vraies questions, Guylaine Benessa, parce que le peuple c'est vrai, mais il ne faut pas non plus flatter démagogiquement le peuple. Je ne dis pas que vous le faites et je ne dis pas que je le fais, mais quand même ils sont allés voter au second tour, et c'est vrai que franchement les Français ne sont pas spécialement des imbéciles. Pourquoi suivent-ils quand par exemple un macroniste fait voter un LFI? Pourquoi? Alors où ils sont d'accord, et alors très très bien, et ben le résultat, c'est celui qu'on connaît et tout va bien puisque c'est dans la majorité des Français, ou un LFiste qui vote pour un macroniste, etc., ou d'autres, hein, enfin peu importe, ou un Rassemblement national qui vote je ne sais pas comment. Il y a deux problèmes, et puis c'est vrai aussi, j'aimerais qu'on parle là-dessus, quand Chantal dit, écoutez, moi j'en ai marre, qu'on commence à tailler vraiment dans les dépenses de l'État, et tailler vraiment au Karcher ou à la hache ou comme on veut, et qu'on dégraisse vraiment le mammouth, ce qui n'a jamais été fait depuis 50 ans, est-ce qu'elle n'a pas raison ? Alors, vous savez, en écoutant Madame, je pense à une phrase très simple, que je n'ai pas en tête exactement, mais vous savez, Hannah Arendt disait que lorsqu'on ment au peuple, lorsqu'il ne peut plus distinguer le vrai du faux, un peuple comme cela, on en fait ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on fait depuis longtemps. Alors reprocher au peuple, j'entends que évidemment on peut dire que ils se sont fait avoir par les mots d'ordre, qu'ils tombent dans le panneau des slogans, alors que les politiques leur mentent, qu'ils sont tombés dans le panneau des magouilles. Je veux bien, c'est vrai. Mais en même temps, quand le peuple se rend compte
qu'ils n'arrivent plus à discerner entre le vrai et le faux, que le président de la République ment, que leur ministre ment, que les députés ne sont pas clairs, qu'ils ne comprennent plus rien à ce qu'on leur explique et qu'ils ne savent pas, par exemple, pour certains en tout cas, que l'Europe tire les ficelles dans l'ombre avec à sa tête une impératrice non élue, je peux comprendre qu'au moment ils se disent qu'est-ce que c'est que cette politique ? Je veux dire, on ne peut pas dire que la clarté soit de mise. Il n'empêche, sur les questions des dettes. Là, je ne peux absolument que souscrire au propos de madame. Je m'explique. Marine Le Pen n'a pas censuré un budget phénoménal. Marine Le Pen n'a pas censuré un Michel Barnier qui aurait fait le travail. Marine Le Pen n'a pas, fait montre d'une forme d'égoïsme ou d'oubli par rapport à la chose politique. Le budget de Michel Barnier n'avait littéralement aucun intérêt. Parce qu'il n'y a toujours aucune coupe générale dans les dépenses structurelles. Ça veut dire qu'elle a envoyé paître un budget qui ne changeait strictement rien à l'état des finances de ce pays. Là, il y a un vrai problème. Parce qu'à la limite, on aurait pu reprocher aux méchants populistes d'extrême droite, selon l'étiquette, d'avoir cassé l'Assemblée et d'avoir cassé l'Assemblée pour un jeu, vous voyez, purement politique. Oui, pour un jeu politique. Mais en l'occurrence, ça ne change rien à l'affaire, puisque droite-gauche confondue, personne ne s'attelle à cette question depuis 40 ans, pour des raisons multiples. L'Europe, les critères de stabilité, les dépenses structurelles, et n'oublions pas le nombre de camemberts, de fromage, qui doit faire que les gens, en gros, travaillent pas et gagnent beaucoup d'argent. Voilà. À mon avis, tout ça, je ne dis pas... Ça nourrit une partie des Français. Mais vous savez, moi je pense pas que ce soit qu'une affaire de corruption. Je ne crois pas. Je pense que c'est plus insidieux que cela. Lorsque vous vivez de façon si éloignée de la réalité concrète, lorsque finalement vous vous imaginez qu'un billet de train c'est pas cher, qu'un billet d'avion que c'est pas cher, que finalement on vous paye votre billet d'avion et que, comme disait Raphaël Glucksmann, homme de gauche, bien pensant, etc., il est mieux à New York qu'en Picardie. Au bout d'un moment, je pense que c'est pas une question de corruption, c'est que finalement, vous n'avez aucune idée de ce que signifie payer une facture. Vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire de vous démerder à la fin du mois. Ça veut dire que ça, pour moi, et c'est là le fond de l'affaire politique, nous sommes partis il y a 60 ans avec des gens qui étaient incarnés. Il suffit d'aller à Colombey, les deux églises, et de voir où habiter. Du collectif, et qui avait le sens du collectif. De la nation. Vous savez quoi, de ce qu'on appelait à l'époque le bien commun ou l'intérêt général. Aujourd'hui, vous avez des intérêts particuliers défendus par des gens qui sont complètement à l'écart de ce que signifie la France. Donc, Emmanuel Macron n'est que la queue de comète d'un système qui est en déréliction, pour moi, depuis les années 70. Ça, c'est une autre histoire, on en reparlera peut-être une autre fois, mais on s'aperçoit que dès les années 70 jusqu'à 2024, l'objectif a été par palier de congédier le peuple, d'incarner un entre-soi, de le morceler, fragmenter, sur trajectoire de pouvoir des juges, de victoire de l'Europe, de victoire des minorités, et au bout de cette espèce d'échantillonnage qui fait qu'on dit il n'y a pas de peuple parce qu'il n'y a que des intérêts fragmentés, et au fond, monsieur et madame tout le monde, on n'en a plus rien ou pas grand-chose à cirer, si ce n'est à 2 semaines des élections. Voilà, à ce moment-là, on les retrouve. On va en parler tout de suite après cette toute petite pause. Et bien entendu, si vous voulez continuer à réagir ou poser une question, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Berkov dans tous ses états revient tout de suite. Sud Radio, votre attention. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous avons Michael de Perpignan qui nous appelle. Bonjour Michael. Oui, bonjour André Berkov, merci de me donner la parole. Alors je voulais faire une remarque à Guilain Benessa que j'écoute souvent, qui vraiment est très très profond, très intéressant. C'est que quand il explique que c'est le non-respect de notre Constitution en termes de hiérarchie des normes qui conduit à l'abandon de la démocratie, je pense qu'il y a un problème encore plus profond, c'est qu'aujourd'hui on en est arrivé au non-respect des droits de l'homme et du citoyen de la déclaration de 1789, vous voyez. C'est-à-dire que même la liberté d'expression, la propriété, la sûreté, tous ces droits naturels fondamentaux qui sont proclamés dans la déclaration des droits de l'homme, eh bien, ne sont plus respectés au nom de la bonne gouvernance, vous voyez. J'ai essayé d'écrire un petit bouquin là-dessus, et je me rends compte que c'est ça qui nous détruit. La bonne gouvernance mondiale détruit les droits du citoyen. Et qu'en pense Guilain Benessa ? Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'en fait, on a retourné un ensemble de droits historiques contre nous. On les a retournés. Vous savez, c'est là. Aujourd'hui, beaucoup de gens le disent, mais c'est tout à fait juste. C'est la novlangue orwellienne. La gouvernance a remplacé le gouvernement. Les droits sont devenus des interdictions. Et en fait, on a petit à petit modifié notre trajectoire au point que nous prenions pour rationnel des situations dans lesquelles la démocratie n'est plus démocratique.
C'est fascinant. Je prends un exemple extrêmement simple. Un exemple extrêmement simple. Vous avez globalement aujourd'hui, tout le monde nous dit que la démocratie, c'est l'état de droit. C'est-à-dire que la démocratie doit prendre en compte le gouvernement des juges qui nous disent on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Vous voyez, parce que les juges ont plus raison, entre guillemets, que le peuple. Et moi, je réponds toujours la même chose, c'est on ne peut pas en même temps considérer que dans le mot démocratie, il y a le mot démos, qui est le mot fondamental de cela, ou alors qu'on a basculé dans un gouvernement des juges où la parole des sachants et des experts vaut plus que la parole du démos. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait un troisième cycle pour le comprendre. Ouais. Or, dans la vie de tous les jours, ça signifie que le retournement s'est si bien fait que on en est venu à trouver logique de ne plus être consulté ni par référendum, ni par délibération populaire, en pensant par exemple que la démocratie participative était un critère de remplacement. Ça veut dire que tout ce qui permet théoriquement que le système marche droit soit a disparu, soit s'est retourné contre ce système originel. Résultat des courses, on n'a plus la parole, il n'y a plus de référendum, la démocratie est en lambeaux, et quoi qu'il en soit, pourtant, le système est perpétué parce qu'on nous dit on ne peut pas le modifier, attention, populisme. Ce qui veut dire que on a toujours un verrou ou un autre, qui a tellement corrompu, cadenassé, verrouillé, interdit, qu'on a fini par prendre un système qui est cul par-dessus tête, on marche sur la tête pour un système rationnel et démocratique. Et c'est là où je disais tout à l'heure, après le peuple est facile à duper, entre guillemets, parce que c'est un poison lent, insidieux, qui rentre dans les têtes petit à petit et qui fait qu'au bout d'un moment, le peuple va se dresser, à mon sens, violemment. Ça finira mal, cette histoire, j'en suis persuadé. Je ne suis pas du tout le seul à le dire. Parce que le peuple regarde avec ses petites jumelles un building, vous savez, à 42, à 60, à 120 étages. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe à ce 120e étage? Je ne comprends plus rien du tout. Moi, avec mes petites jumelles, l'homme de la rue, tout simplement. Nous avons, je crois, Thierry qui nous appelle. Bonjour Thierry. Est-ce que Thierry est là ou pas? Sinon... Oui, bonjour, c'est Thierry. Thierry, on vous entend là. Bonjour. Oui, mais merci de prendre mon appel. En fait, j'ai pris l'émission en cours et je vous remercie d'abord pour vos émissions, Monsieur Berkoff, qui nous permet de nous élever chacun et d'être un petit peu plus intelligent. Merci, merci à vous. C'est ce qu'on essaie de faire. Je voulais surtout voir ce que votre invité en pensait. Moi, je suis convaincu que intrinsèquement, l'élite est formatée aujourd'hui pour considérer que le peuple n'a plus droit à la parole parce que le peuple, par définition, par rapport à l'élite, il est imbécile. Il n'est pas capable de prendre les bonnes décisions. Donc, sous ce couvert de supériorité, le peuple sera de moins en moins écouté, de moins en moins représenté. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les dénis de démocratie qui sont constants. Le dernier en cours est ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais bien avant le Maastricht et le refus du peuple français à adhérer à ce système-là, on y a tiré un trait, on s'est assis dessus. Est-ce que vraiment on en est au stade où effectivement on se dit on va faire comme si le peuple n'existait pas? Peut-être pas, on a quand même besoin de lui pour les élections, comme on dit, mais autrement. Je pense qu'on peut doucettement craindre la mort définitive, le dernier clou dans le cercueil. Alors, formellement, je ne dis pas. Il y a toujours des élections, le rituel dure, il y a quelque chose, mais sans maintenant débusquer et reprendre, vous savez, tous les récents scrutins complètement dingues qu'on a connus, je veux dire, la folie des législatives, tout ça, peu importe. La situation que décrit monsieur est, à mon avis, très juste, l'état des lieux est simple et juste. Je crois que, premièrement, premier point, je pense qu'il y a une dénaturation des élites par le jeu d'une formation mal faite. Je m'explique. Je prends un exemple que tout le monde va comprendre. Théoriquement, je le disais tout à l'heure, la démocratie relève du gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple qui tranche le sujet. Aujourd'hui, nous avons concrètement Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, qui nous explique à mots à peine couverts, environ toutes les 4 matins, que si demain il y a un référendum sur des questions qui fâchent comme l'immigration, il va en gros, rayer la question, c'est-à-dire interdire que la question soit posée. Ce qui veut dire qu'on a d'un côté... Alors que c'est en principe un contre-pouvoir, le Conseil constitutionnel. Le contre-pouvoir est devenu le pouvoir, tout simplement. Ce qui veut dire qu'un homme non élu, choisi par, on va dire, un cénacle de politique, je ne rentre pas dans le détail, qui n'a aucune légitimité populaire, dit, le peuple, je lui ai interdit de prendre la parole. Mais le plus pervers... Alors ça, c'est la première chose.
Mais deuxième chose, et j'en reviens à ce que j'ai essayé d'expliquer, le plus pervers n'est même pas cela. Le plus pervers, c'est que les élites l'ayant appris, en considérant ça rationnel, je pense qu'elles finissent par le croire. Je crois qu'au bout, Emmanuel Macron, il n'est pas le seul. Vraiment, là, je disais, il a la queue de comète. Je pense qu'on a des politiques qui pensent légitimement presque, vous voyez, le mot légitime est presque une insulte, mais ils pensent légitimement que finalement, le monde fonctionne comme ça parce que, finalement, on l'a fait fonctionner comme ça. Donc on l'apprend, on le reproduit, on en a l'habitude. C'est presque la reproduction terrestre du droit divin. C'est presque, exactement, c'est presque le droit divin. Exactement. C'est comme ça. Voilà, ce sont les lois de la nature. Oui. Et alors après, troisièmement aussi, je crois, alors là, je sais que je parle un peu vite, mais je l'assume assez facilement. Je pense qu'il y a aussi je sais pas comment dire, une imbécilité généralisée, une ignorance et une imbécilité qui s'est largement répandue dans une partie des élites. Je m'explique. Je pense que ce serait facile d'incriminer le temps des réseaux sociaux. Ce serait facile de dire que le monde s'accélère. C'est des lieux communs. Je pense par contre que de se retourner, de s'arrêter, de lire, de travailler, de se dire « Mais attendez, d'où on vient et vers quoi on va ?» Creuser. Personne ne le fait. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on se dit « Ah oui, c'est vrai, à une époque, ça marchait comme ça. Il y avait quelque chose qui s'appelait la démocratie. » Mais le problème, c'est qu'au bout, vous savez, André Berkoff, ça devient, j'aime beaucoup ce mot, ça devient un palimpseste. C'est-à-dire qu'il reste une trace rapidement derrière une écriture. Vous savez, le palimpseste, c'est la trace qu'on arrive à peine à... La trace du crayon, on ne voit plus, parce que le sable, c'est parce que l'usure du temps a fait son travail. Les mots ne sont plus là, il y a juste la trace du crayon ou du stylo. Quelque part, aujourd'hui, l'oligarchie ou l'expertocratie, ou les mots qu'on peut utiliser aujourd'hui, ont remplacé la démocratie. Et l'ont remplacé si bien qu'on voit à peine se dessiner derrière le mot un reste de démocratie. Mais c'est tout ce qu'on discerne. Et je pense qu'au bout, quelque part, une grande partie de nos élites se disent c'est vrai, un jour, il y avait peut-être un mot derrière cela. Mais je ne le vois plus. Vous savez, ce que sera notre tâche, c'est la vôtre, c'est la nôtre, c'est la vôtre de tous, c'est de retrouver cette écriture, de retrouver ces mots de démocratie. C'est un très 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 beau mot. Et il ne faut pas que ça serve uniquement de slogan pour les gens qui n'en ont rien à faire. Vous savez, récemment, j'ai une jeune consoeur qui m'a dit Guilain, ta marotte, ton obsession, c'est que tu es l'avocat de la démocratie. Je vais vous dire, c'était un peu maladroit et un peu dit comme ça. C'est un honneur. Mais je vais vous dire, compliment. Je ne pouvais pas rêver mieux. Ça m'a fait un plaisir fou. Merci Guilain Benessa. Merci à vous André Berkoff. Et si comme Thierry vous avez raté une partie de l'émission, n'hésitez pas à vous connecter sur sudradio.fr et vous la retrouverez en podcast ou encore aller sur YouTube pour la voir en replay. André, on se retrouve demain.